Les erreurs dont je vais vous parler, c'est pas celles qu'on voit à l'œil nu, comme par exemple passer trop de temps sur des réseaux sociaux. Être occupé n'est pas synonyme d'avancer. Chaque trimestre ou chaque semestre, en fonction de comment vous travaillez, faites un audit des outils que vous utilisez et surtout gardez ce qui vous simplifie vraiment la vie. Quand vous répondez systématiquement à chaque notification, chaque réseau social, chaque email, chaque alerte WhatsApp, ça vous coûte super cher en concentration, mais aussi en bien-être en tant qu'entrepreneur. Un bon système, c'est comme un garde du corps pour votre business. Chacun de vos systèmes ou chacun de vos process doit tenir sur une page ou moins. Au final, on se retrouve à être beaucoup de solopreneurs, à pas toujours oser déléguer pour plusieurs raisons. J'ai remarqué que souvent, l'agenda, on bosse pour lui et pas l'inverse. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle mini-série du board. Alors aujourd'hui, je suis trop contente du thème dont on va parler parce que ça fait partie vraiment de mes leitmotifs pour les freelances et les solopreneurs, les entrepreneurs individuels. Quand on est tout seul, faut pas faire trop compliqué, sinon on va finir par sombrer dans trop de back-office, dans trop de sophistication et on va finir par étouffer, par s'asphyxier dans plein de process, etc. Donc aujourd'hui, le thème de notre mini-série, c'est solopreneur minimaliste ou comment simplifier pour amplifier, c'est-à-dire simplifier tous vos systèmes, vos procédés, vos process, vos délégations et compagnie pour augmenter votre bonheur, bien sûr, d'être solopreneur, mais aussi votre chiffre d'affaires, votre business. Et qui mieux pour nous en parler que une des expertes qui donne des office hours dans l'incubateur solopreneur et par qui sont passés pas mal de mes alumni pour simplifier et mettre en place certains systèmes. Toi, tu m'as aussi aidé à mettre en place les systèmes de l'incubateur solopreneur. Marine Aubaré. Salut Marine et bienvenue au board. Salut Flavie, merci beaucoup pour ton invitation, je suis ravie d'être là. Écoute, merci. Tu es aussi podcasteuse et du coup, ta mission sur Terre, c'est d'aider les solopreneurs à simplifier leur système pour mieux vivre aussi leur aventure entrepreneuriale. Donc, on va en parler et tu nous as préparé 5 épisodes hyper pratiques sur vraiment, en gros, je vous fais le plan rapido, toutes les erreurs qui sabotent notre productivité, comment construire un bon système hyper efficace et qui reste efficace sur la durée parce que parfois, on construit des trucs qui sont un peu des châteaux de cartes. Comment déléguer sans transpirer, comment libérer du temps libre dans votre agenda débordé de freelance ou solopreneur et comment adopter le mindset minimaliste. Je pense que là, ça va être carton plein pour tous ceux qui nous écoutent parce que je connais personne, quel que soit son chiffre d'affaires, son nombre d'enfants, son nombre de chiens ou chats, qui me dit pas Flavie, je manque de temps, je suis débordée. Personne me dit non mais tu vois, moi j'ai trop de temps, je sais pas quoi faire de mes journées. C'est ça, et avec un peu de chance, c'est l'objectif que vous allez atteindre à la fin de cette mini-série, c'est vous allez avoir plein de temps à votre disposition. Ah là là, j'achète et moi je vais bien écouter aussi parce que j'en veux toujours plus, parce que j'arrive à m'en libérer, mais à chaque fois je me trouve des nouveaux projets à lancer, donc le problème c'est que ça s'annule. Donc écoute, c'est parti. Alors déjà tu m'as dit, premier chapitre, faut vraiment qu'on fasse le point sur tout ce que toi t'as vu chez les solopreneurs, que nous on voit pas parce qu'évidemment on regarde pas sous notre propre capot. Et tu m'as dit, Flavie, ça c'est plein d'erreurs, des mini-erreurs comme ça qui sabotent la productivité, que personne ne voit. Tu voulais les révéler au grand jour en exclusivité dans le board. C'est ça, je vais les afficher enfin, comme ça on ne pourra plus les louper. Les erreurs dont je vais vous parler, c'est pas celles qu'on voit à l'œil nu, comme par exemple passer trop de temps sur des réseaux sociaux. Moi là, je vais vous parler d'erreurs qui agissent plutôt en arrière-plan, plutôt sous forme de comportements ou de croyances qui sont pas toujours à votre service. Donc la première erreur, c'est la fausse productivité. Peut-être que vous vous êtes déjà dit, j'ai mon planning rempli, je suis occupé donc je suis productif. Sauf que être occupé n'est pas synonyme d'avancer. Par exemple, si vous passez 3 heures à optimiser une facture, un devis, peaufiner un mail, vous êtes occupé, c'est sûr. Mais est-ce que vous êtes productif ? Je sais pas. Alors j'adore ce que tu dis et franchement, je pense que tu touches du doigt un truc très pertinent pour les entrepreneurs, pour tout le monde, en fait, même les salariés. Je l'ai vu chez Justin Welch, donc le roi des solopreneurs américains, qui appelle ça le syndrome du cheval à bascule. Donc on a l'impression de chevaucher, mais on chevauche sur place. Et je trouvais ça très marquant. Tu vois, comme parallèle, en gros, c'est d'être occupé, mais occupé pourquoi ? Alors je sais pas ce que ça cache derrière. Pourquoi on fait ça au final ? Il y a plusieurs raisons possibles, mais pour pouvoir distinguer ce comportement des autres dans votre quotidien, posez-vous la question, est-ce que ce que je suis en train de faire en ce moment, ça contribue vraiment à mon objectif principal du moment ? Donc bien sûr, le prérequis, c'est de se fixer des objectifs.
Alors ça, c'est sûr qu'on pourrait en faire une mini-série dédiée. Écoute, moi, je te suis carrément. Et je pense qu'il faut faire aussi attention aux activités qu'on aime. Parce que, par exemple, moi, j'aime faire des petites pochettes de cover de podcast sur Canva. Mais au bout d'un moment, au bout de 4 ans, force est de constater que je pense que c'est pas ça qui va faire le plus grandir le board. Ce serait peut-être Hmm. plutôt d'aller faire une conférence avec des freelances pour leur faire connaître mon univers. Des choses qui font un peu peur. Et j'avais bien aimé un livre à l'époque pour mon esprit éparpillé qui s'appelle The One Thing, donc aller à l'essentiel, et où en gros il dit tous les matins tu te demandes quelle est la tâche la plus essentielle que tu dois faire pour faire avancer tes objectifs, et souvent j'avais remarqué que comme par hasard c'était le truc qu'on faisait jamais quoi, et je faisais toujours autre chose à la place pour remplir le temps. Alors trop bien, qu'est-ce que tu vois d'autre comme problème de fausse productivité? Alors, c'est très bien que tu aies parlé de Canva parce que ça me fait une belle transition avec la deuxième erreur que je vois, c'est une accumulation d'outils pas toujours très utiles. Alors, on va pas se mentir, Canva c'est utile, mais dans notre back-office, on en a tous des petites applications, des petites extensions, des outils qui sont là parce que on les a testés, on adore faire ça, c'est un peu notre façon de jouer aux jeux vidéo version adulte et un petit peu plus sérieuse. Mais au bout d'un moment, on se retrouve sous l'eau. Et j'avais un client, tu vois, qui utilisait Asana, Trello et Notion en même temps. Et ça faisait que dans son quotidien, ses projets, ses résultats, ils étaient totalement fragmentés. Hmm. Ah ouais, ça, tu dois pas aimer parce que forcément, ça disperse les informations, les sources. Après, si derrière, on veut se créer des systèmes, on en reparlera tout à l'heure. Je pense que c'est pas trop bon d'avoir plein de sources de data et tout. Et moi, un truc que j'ai remarqué aussi, c'est la thune, en fait. Parce que notamment avec l'explosion des outils IA ou le fait que tous nos outils augmentent parce qu'il y a de l'IA ou juste parce qu'ils augmentent les prix. Là, j'étais sur mes trucs de streaming, c'est la folie, quoi. Spotify, YouTube Premium, Netflix, nan, et tout. Enfin, c'est la folie. En fait, ça coûte cher. Moi, j'en étais à presque 2000 euros d'outils. Je me suis dit, enfin, tout ça pour ça. Enfin, tu vois, je fais pas décoller une fusée sur la Lune non plus, les gars. Faut pas déconner, tu vois. Et ça m'a permis Ouais. voilà, moi, sous l'angle, on va dire, tarifaire, budgétaire, pour rationaliser, je me suis dit, tiens, j'ai 3 trucs qui font la même chose. Hmm. Là, tu soulignes un point hyper important. C'est vrai que les finances, c'est ce qui va nous aider à prendre des décisions le plus souvent. Mais moi, l'autre question que je veux vous amener à vous poser à travers cet épisode, c'est chaque trimestre ou chaque semestre, en fonction de comment vous travaillez, faites un audit des outils que vous utilisez et surtout gardez ce qui vous simplifie vraiment la vie. Par exemple, c'est pas utile de mettre les fonctionnalités IA sur tous vos outils si, par exemple, vous avez un super chat GPT qui peut compiler tout ça. Mm. Et je te remercie. Et un petit aparté pour les membres de l'incubateur Solopreneur. Dans le Solo Business Plan, tu sais, le document que j'ai construit moi pour suivre mon prévisionnel financier, il y a un onglet suivi des charges mensuelles, notamment vos SaaS, vos logiciels. Et il y a 3 types d'actions. Soit cut, parce que ça sert à rien, c'est trop cher ou c'est trop compliqué. Garder, keep, ou use, parce qu'aussi, des fois, on utilise plein d'outils qui servent à rien et on n'utilise pas assez ChatGPT, par exemple, alors qu'on sait que depuis longtemps, on devrait se former dessus pour gagner d'autres heures par semaine. Ok, aparté refermé. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme erreur, tu vois, erreur invisible, quoi, qui nous sabote? Alors, la dernière erreur invisible que moi j'avais repérée, c'est les micro-interruptions. Quand vous répondez systématiquement à chaque notification, chaque réseau social, chaque email, chaque alerte WhatsApp, ça vous coûte super cher en concentration, mais aussi en bien-être en tant qu'entrepreneur. Et il y avait une étude, je ne sais plus si c'est Stanford ou Harvard, qui disait qu'il faut en moyenne 23 minutes pour un cerveau humain pour retrouver son focus après une interruption. C'est énorme. Cata. Et tu vois, je me disais, moi, j'ai énormément de conversations simultanées sur WhatsApp parce que c'est mon outil numéro 1 de coaching et tout. J'arrive assez bien à ne pas le mettre en fond si jamais je dois travailler, parce que sinon je peux pas travailler. Donc je me dédie des cases de temps. Par contre, LinkedIn, aïe aïe aïe. C'est-à-dire forcément, je poste un truc, la personne répond, c'est un copain de LinkedIn ou une copine de LinkedIn. Du coup, je réponds, tac, 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 sorte de petit ping-pong. Et ça m'a fait assez peur Enfin, en gros, c'est comme si je travaillais en parlant à des potes à côté, tu vois. Forcément que c'est pas productif. Hmm.
Là, dans ce cas, si vous êtes dans cette situation où vous avez envie quand même de répondre aux gens, que ce soit sur LinkedIn, Instagram ou un autre réseau social, imaginez-vous que, en fait, vous êtes dans un espace de coworking, physiquement, et que vous avez votre objectif à atteindre de chiffre d'affaires, de projet, etc. Et que tous les petits messages, toutes les petites notifications que vous recevez, c'est des collègues qui vous tapent sur l'épaule et qui vous disent « Au fait, Flavie, tu sais pas, la dernière ?» Et ça va vous aider à relativiser et à désactiver les notifications qui ne sont pas vitales, essentielles pendant vos blocs de travail. Hyper pertinent. Et du coup, tu conseilles combien de blocs par jour? Je sais que c'est un peu con comme question, mais tu vois, souvent les gens ils disent « Ah ben non, si on m'envoie un mail le matin, si je réponds pas, je vais passer pour quelqu'un qui est pas professionnel. » Qu'est-ce que tu vois qui fonctionne, toi, comme plage pour répondre aux notifications ou aux emails? Alors, généralement, pour un solopreneur que j'ai pu accompagner, je dirais que 30 minutes par jour max, donc toute plateforme confondue, email y compris, ça suffit. S'il vous faut plus de temps que ça, c'est que vous avez besoin d'un système, par exemple pour votre boîte mail, pour simplifier le traitement de vos mails. Ouais, non mais t'as raison. Bon, on va en reparler des systèmes. Moi, j'ai mis un système en place sur mes emails, mais pas encore, faute d'outils pertinents ou faute que j'ai pas réfléchi au système pour mes réseaux sociaux. Donc, c'est peut-être à cause de ça que ça déconne aussi encore. Ok, ben super. Merci pour ces trucs que t'as repérés. J'aurais pas forcément pensé en premier lieu. Comme quoi aussi, parfois, je pense qu'en tant que solopreneur, on confond la cause et la conséquence. Tu vois, on va dire, c'est ça qui me fait perdre du temps, alors qu'en fait, non, c'est juste notre perfectionnisme ou le fait qu'on ne s'est pas fixé des bons objectifs qui fait qu'après, du coup, on va lambiner sur des tâches qui n'ont aucun intérêt. Donc, merci beaucoup pour ça. Est-ce que tu as un petit défi à nous proposer pour déjà reset un peu ce système de productivité avant qu'on mette en place justement un système encore plus efficace? Oui, bien sûr. Alors, déjà, vous pouvez prendre votre agenda, vous prenez une journée type, et je sais que vous en avez au moins une dans la semaine, et identifiez 2 tâches, 2 comportements, 2 habitudes que vous avez qui n'ajoutent pas de valeur par rapport à ce qu'on a dit aujourd'hui dans l'épisode. Et votre challenge, c'est demain, vous virez ces tâches de votre planning. Oula, ah ouais, d'accord, on en est là direct. L'entrée en matière, c'est on cut direct. J'adore, C'est ça. Marine. Mais c'est bien, t'es là pour ça, hein, en même temps, voilà. Si vous voulez retrouver du temps libre, ça va passer par là. Donc, merci de nous faire rentrer directement dans le vif du sujet. Je vous rappelle aussi qu'on a constitué avec Marine une super édition de newsletter. On va vous mettre non seulement un super prompt pour vous faire gagner en efficacité, mais aussi plein de ressources complémentaires que Marine a concoctées spécialement pour vous aider à être plus efficace. Je sais pas si tu veux en dire une ou donner quelques exemples. Qu'est-ce que tu as prévu, Marine? Avec plaisir. La ressource pour l'épisode d'aujourd'hui, c'est un template Notion d'audit express pour repérer les tâches non rentables dans votre quotidien. Pam, pam, pam. Allez, ça va envoyer du template, ça va envoyer du prompt. Abonnez-vous à la newsletter du board qui sort tous les vendredis de toute façon avec que des pépites, des bonus, des outils construits par moi ou par mes invités. Et puis, parce que je te propose, Marine, c'est qu'on passe à l'étape 2, bâtir un système ultra efficace. Oui, on veut un système qui travaille pour nous, qui fait qu'on n'ait pas besoin de refaire tous les trucs à zéro. C'est vraiment d'un pénible ça, surtout quand on est solopreneur. Donc un système, c'est la garantie, c'est presque comme avoir une équipe. Donc on en parle juste après. Alors comment on fait, Marine, pour avoir un bon système? Alors ce mot, je le vois partout. Ouais, construisez des systèmes qui vendent pour vous, construisez un. J'aimerais bien quand même que tu nous expliques un peu ce que c'est, quoi, concrètement, de quoi on parle. Et est-ce que c'est si révolutionnaire que ça? Parce que parfois, tu es d'accord que quand on voit des modes comme ça, on pourrait se dire, ouais, ok, ça va pas non plus me faire gagner 50 heures par semaine. Donc voilà, la vérité sur les systèmes. Et puis, qu'est-ce que c'est d'après toi un système performant? Allez, la vérité, je vous dévoile tout. Un bon système, c'est comme un garde du corps pour votre business. Il va vous protéger des distractions, il va vous libérer du stress et surtout, il va garantir que chaque élément est à sa place et s'exécute au bon moment. Donc, plus un système va être complexe, plus il y a de chances qu'il se casse la figure. Et vous l'aurez compris dans cette mini-série, avec Flavie, on est fan de simplicité. Donc, si par exemple, vous avez un onboarding client, donc l'accueil des clients au début de vos prestations, qui nécessite 10 étapes.
vous pouvez être sûr à 100% que vous allez perdre en fluidité et que vous allez atténuer cet effet waouh que les clients cherchent en début de mission. Ouais, et puis surtout, j'anticipe déjà, mais un bon système, il se pense dans le temps, parce qu'au moment où vous le créez, ça va, vous êtes motivé. Mais alors quand il faudra le mettre à jour, putain, mais ça va être l'horreur. Voire si vous mettez en place, comme moi, alors que c'est pas votre spécialité, des automatisations qui se pètent, vous savez même plus où elles sont, et elles s'appellent V1, V2, de V3, de projet, de point projet, tiret projet. Vous savez même plus comment elles s'appellent parce que vous n'êtes pas Marine, vous êtes plutôt du type Flavie. Bah, bon courage. Alors, comment on fait pour penser à, donc, du coup, à un système performant dès sa construction pour pas partir justement dans la cathédrale qui va s'écrouler? Alors, je vais prendre une technique qui est sortie du marketing, qui s'appelle la technique du MVP, donc Minimum Viable Product, et on va l'adapter au système. Donc, MSP. MVS plutôt. Ouais, on va y arriver. Donc, le but c'est que chacun de vos systèmes ou chacun de vos process doit tenir sur une page ou moins. Et il y a 3 niveaux à réfléchir dans un système pour qu'il soit efficace et que ça soit pas trop lourd à gérer comme tu disais sur la durée. Donc, premier niveau de système, c'est les systèmes qui sont essentiels, que vous devez faire dans votre business, que vous ne pouvez pas déléguer et qui font tourner la boîte en fait. C'est les systèmes vitaux. Deuxième système, c'est les systèmes support. Donc là, c'est tout ce qui est à suivre mais qui peut être délégué. Par exemple, on parlait des devis des factures, ça peut en faire partie. Et puis, il y a les systèmes que moi j'appelle les systèmes paillettes. C'est les systèmes un peu facultatifs qu'on peut potentiellement éliminer ou qui peuvent faire une différence par rapport aux autres. Donc, si on reprend le système de facturation, c'est essentiel parce que bien évidemment, on est là aussi pour générer du chiffre d'affaires, mais c'est un process qui est support et que vous pouvez déléguer par exemple à un ou une assistante virtuelle. Hyper intéressant, et je trouve que c'est bien déjà de réfléchir à ces 3 couches parce que moi, dans mon année, alors que pourtant, bon, j'essaye d'avoir ce genre de truc en tête, bah, je me suis laissée piéger petit à petit par des trucs. Tu vois, par exemple, typiquement, envoyer des goodies aux participants de l'incubateur ou aux gens d'un petit sticker iridescent aux gens qui me laissent un avis sur de podcast. C'est trop cool sur le papier, mais c'est hyper chiant. Et du coup, on en vient à construire une énorme cathédrale pour ce truc-là qui explique une part infime du business. Enfin, est-ce que vraiment ça rapporte du business? Est-ce que vraiment ça change la vie des gens? Non, c'est sympa, mais tu vois, ça devrait pas prendre autant de bandes passantes. Et en fait, c'est parce que c'est un système paillette qui a été mis au niveau de concentration et de priorisation d'un core système. C'est ça. En fait, si tu veux, c'est un système qui pourrait être imaginé comme étant support, puisque ça sert ton customer care, ton service client, mais effectivement, si tu n'envoies pas un stickers, par exemple, pendant un mois, je pense que ton business, normalement, il s'écroule pas. Et ça, c'est l'effet domino, en fait. C'est que souvent, on se dit, je peux pas m'attaquer à telle modification, c'est trop gros, c'est trop lourd, mieux vaut procrastiner sur autre chose. Sauf que simplifier une toute petite partie de votre système, de votre organisation, de votre business, ça a un impact massif. Par exemple, quand vous créez du contenu, si vous créez du contenu, planifiez votre contenu pour le mois ou le trimestre en une journée, ça va vous libérer des heures chaque semaine. Ouais, bien sûr. Et tu vois, moi, je l'ai vu avec mon système de création de podcast assisté par intelligence artificielle. C'était très long, fastidieux. Bon, j'étais là, je piaffais, je me dis, oh là là, qu'est-ce que c'est long à mettre en place. Mais après, bah maintenant, j'ai plus aucune journée, semaine ou quoi où je me dis, ah merde, j'ai oublié de poster j'ai oublié de poster le podcast ou j'ai oublié de parler du podcast que j'ai posté. C'est géré automatiquement grâce à l'équipe de podcast management et aux IA, et c'est incroyable comme gain et comme confort. C'est ça. Et tout part de 3 critères clés au final. C'est tu centralises tes informations à un endroit. Donc, vous choisissez un outil, maximum 2, pour gérer votre business. Donc, ça peut être Notion, Trello, ClickUp, enfin bref, il y en a plein. Ensuite, vous automatisez intelligemment. Donc, avec Zapier, avec Make, pour connecter chacun de vos outils et éliminer les tâches répétitives et les oublis. Et puis, surtout,
vous définissez une fréquence à laquelle vous regardez votre système. Ça peut être une fois par semaine, une fois par mois. Vous regardez s'il est toujours aligné à vos objectifs. Si quelque chose bloque, notez-le pour pouvoir l'ajuster plus tard. Hyper pertinent. Et évidemment, j'avais oublié la partie évaluation. Donc, je l'ai rajouté tu vois, je sais plus comment ça s'appelle, j'ai eu checker ou faire le ménage dans les automatisations. Moi, j'ai appelé ça comme ça. Dans les tâches routines. Parce que voilà, évidemment, j'avais construit des trucs et j'avais pas fait gaffe. Et après, une fois qu'on doit remettre le nez dedans, une fois que c'est trop lointain aussi, je sais pas ce que t'en penses. Moi, déjà, une automatisation que j'ai fait entre System.io et Mighty Networks il y a plus de 2 semaines, je me rappelle plus ce que je voulais faire. Tu vois. Bref, donc ok, trop intéressant. Est-ce que tu peux nous aider en nous guidant sur un premier pas, un premier challenge qu'on pourrait réaliser pour se construire un bon système? Oui, alors votre défi aujourd'hui, c'est prendre un processus dans votre business. Donc ça peut être la gestion de vos factures, l'onboarding client, la création de contenu, peu importe. L'idée, c'est que vous le simplifiez au maximum pour qu'il tienne sur un post-it. Et ensuite, vous mettez en place ces modifications dans votre fonctionnement. Ah là là, l'intransigeance continue. Écoute, trop intéressant. Et merci pour ce moment de réflexion que tu nous proposes. D'ailleurs, tu nous mets aussi une petite checklist pour auditer notre système dans la newsletter. Donc, allez-y, oui. Ça vous aidera. Comme ça, vous pourrez trouver aussi peut-être des idées de choses à améliorer. Si là, comme ça, spontanément, ça vous vient pas l'histoire du système. Moi, pour vous donner un exemple, ce que je suis en train d'optimiser, c'est mon système de vente de l'incubateur solopreneur. En fait, c'était pas du tout automatique. Fallait tout le temps que je fasse des pages de vente, que je change les prix, que je fasse des masterclass et tout. Et donc, j'ai décidé de mettre en place un petit webinar automatisé avec une page de vente evergreen. Ça a l'air tout con, hein, mais le fait de pas avoir 12 pages de vente par an à créer et d'avoir un seul endroit au lieu de 14 liens qui sont tous à moitié pétés ou envoyés mes futurs prospects, je pense que rien que ça, c'est simple comme bonjour et ça va me faire gagner, je l'espère, beaucoup de nouvelles personnes qui vont découvrir l'incubateur. Trop cool. Écoute Marine, je te propose justement, puisqu'on parle de communauté, qu'on passe au 3e aspect critique pour un solopreneur minimaliste, c'est l'art de bien déléguer. Et alors là, attention, déléguer sans transpirer, tu m'as dit en préparant cet épisode, parce que je suis assez d'accord avec toi. La délégation, c'est pas du tout une pilule magique qui soigne tous les maux. Faut faire très attention. Ça peut même complexifier votre vie de solopreneur. Donc, on va regarder comment déléguer en restant simple et minimaliste pour ne pas perdre son efficacité. C'est parti. Alors, déléguer sans transpirer. À quoi tu penses quand tu préparais cet épisode? En fait, je suis sûre que tu as dû voir, toi, des cas de figure un peu indicibles où, je sais pas, après les usines à gaz de système, l'usine à gaz des équipes, c'est-à-dire des gens qui bossent sur plein de trucs, on perd complètement la main sur le business, on paye tout un tas de freelance. Raconte-nous un petit peu ce qu'il faut pas faire aussi en matière de délégation. Alors, ce que j'avais envie d'aborder en premier dans cet épisode, c'était les mythes de la délégation, parce que au final, on se retrouve à être beaucoup de solopreneurs, à pas toujours oser déléguer pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on se dit « personne ne fera aussi bien que moi mon travail ». Spoiler alerte, c'est faux. Avec des systèmes clairs et simples et évolutifs, vous pouvez avoir les mêmes résultats qui vont respecter vos standards, sauf que ça va être quelqu'un d'autre qui va le faire en fait. Donc vous allez libérer du temps. Le deuxième mythe, c'est « je n'ai pas le budget ». Alors c'est vrai que si notre but c'est de construire une énorme équipe, forcément il va falloir la trésorerie qui va avec. Mais la délégation, ça peut commencer tout petit. Par exemple, vous pouvez payer 100 € ou 150 € pour sous-traiter une tâche qui peut-être vous prend 2 heures à l'heure actuelle et qui pour un freelance ou un prestataire de service, va prendre 30 minutes. Donc vous aurez gagné 1h30 sur la tâche en question. Ouais, moi je me rappelle, j'avais commencé, je crois, par de l'aide administrative pour déclarer ma TVA et déclarer ma première année d'imposition de SASU sur impôt.gouv. Je suis à peu près allergique à ce truc-là. Tu vois, avec Laetitia, une assistante administrative ex-comptable qui fait ça en 2-3 clics. Elle sait où cliquer, combien de temps pour recevoir le code, tout me déclarer comme il faut.
En fait, j'ai même économisé de l'argent parce que sinon j'aurais eu, je pense, une pénalité, 10% de retard. Donc voilà, parenthèse. Ouais, je comprends. Et c'est vrai qu'en matière de délégation, on en parlera peut-être après, mais l'administratif, c'est souvent la première chose qui nous vient en tête, parce que en France, on a beaucoup de paperasse, et paradoxalement, on n'aime pas faire de la paperasse. Mais il y a plein d'autres tâches que vous pouvez déléguer. Mais avant de parler de ça, je voulais aborder le dernier mythe autour de la délégation, c'est ça va me prendre plus de temps d'expliquer à quelqu'un que de le faire moi. Alors, oui, au début, forcément, quand quelqu'un arrive dans votre business, il va lui falloir le temps de prendre ses marques, un petit peu comme un stagiaire, un alternant, un salarié, peu importe. Mais une fois que votre système il est en place, je peux vous garantir que vous allez gagner un temps fou. Oui, donc aussi pertinence, voilà, de réfléchir aux trucs répétitifs. Parce que si tu fais un truc une fois toutes les années bissextile, oui, je comprends que le temps de formation, d'onboarding d'un freelance, ça te saoule un peu. Mais si c'est toutes les semaines, comme moi avec mon podcast ou quoi, je pense que là, déjà, tout de suite, tu te dis, bon, ok, ça amortit le temps de formation, je peux bien quand même passer du temps à, un, créer le système, et puis deux, onboarder la personne. Alors, Donc ça, c'est bon. Je pense que de toute façon, les gens qui nous écoutent à un moment, moi j'ai le sentiment, même chez les gens qui n'ont jamais investi en délégation, que ça y est, les gens sont prêts, ils ont compris la charge mentale, le burn-out. Tout le monde est en train de péter des câbles, on doit poster toute la journée sur les réseaux sociaux, tout en construisant des business, tout en répondant aux clients instantanément. À un moment, ça va. Je pense que on a compris que solopreneur égale faire équipe avec les autres aussi, parce que sinon on va mourir. Donc, comment tu nous conseilles de procéder pour pas que ça soit trop épuisant non plus et qu'on s'y perde? Alors, moi j'ai une méthode que j'appelle la méthode fractale de délégation. Donc l'idée c'est de déléguer progressivement pour éviter de se sentir sous l'eau avec beaucoup de gens à gérer, beaucoup de choses à gérer et finalement de perdre sa casquette de solopreneur et de prendre la casquette uniquement de manager. Donc, il y a 3 étapes à cette méthode. Première étape, c'est identifier des micro-tâches. Donc vous pouvez commencer à déléguer des choses simples. On parlait de ton podcast, par exemple la transcription d'un épisode, ça peut être délégué. Ou la création des pochettes de cover pour ton podcast, ça aussi c'est une micro-tâche qui pourrait être déléguée. Et dans votre quotidien des micro-tâches, vous n'avez presque que ça. Et Deuxième étape. aparté, parce que j'avais fait une vidéo YouTube sur ça avec Fiverr. Du coup, j'avais testé, que je trouve beaucoup plus pratique qu'une autre plateforme de freelancing où c'est par poste. Ça, c'est à la tâche. Donc typiquement, l'autre fois, j'ai fait l'erreur de poster moi-même mon livre sur Amazon Kindle pour l'imprimer. Je vous passe les détails, mais évidemment, ça s'est mal passé. Le livre est sorti sans numéro de page. Enfin, je sais pas, j'ai craqué. Alors que ça coûte 30 € sur Fiverr. Donc voilà, la prochaine fois, micro-tâche. T'envoies ton manuscrit, le mec le publie sur Amazon et puis t'es tranquille, quoi. C'est ça. La deuxième étape, c'est d'identifier les process que vous avez dans votre business, comme je l'ai dit tout à l'heure, et de confier une partie du process à quelqu'un. Donc ça, c'est le deuxième niveau, si vous voulez. Par exemple, Flavie, toi, tu crées des contenus sur les différents réseaux sociaux. On pourrait imaginer qu'une partie de ton process de création de contenu, ça serait de déléguer la planification de tes posts sur tous tes réseaux sociaux. Déjà en partie délégué, mais encore pas assez. Et t'as raison. Et là, je vais rajouter un truc. Par exemple, je vais rajouter à Ambre le fait de programmer les posts qui annoncent les lives de l'incubateur solopreneur. Parce qu'en fait, il y en a tous les vendredis et c'est con. Moi, j'oubliais, tu sais. Moi, j'en parlais dans la communauté et après, je me suis dit, c'est bon, j'en ai parlé. Et j'oubliais LinkedIn, Instagram, nanani. Donc voilà. Ça, pour pas oublier, faut programmer. Et du coup, qui dit programmer, dit là, c'est une bonne tâche récurrente. Donc c'est parfait pour un système déjà éprouvé avec un assistant virtuel, par exemple, avec qui on a déjà l'habitude de travailler. C'est ça. Et sachez que vous pouvez déléguer un assistant virtuel, mais à l'intelligence artificielle aussi. Et le dernier élément de ma méthode fractale de délégation, c'est pour les délégations un petit peu plus complexes, complètes en tout cas, c'est on passe à une délégation qui est plus stratégique. Par exemple, vous voulez lancer une campagne marketing pour votre nouveau produit, votre nouveau service, dans ce cas, la campagne email par exemple est gérée de A à Z par un freelance spécialisé. Ça, c'est vraiment, je recommande aussi, bien sûr, ça vous coûtera plus cher, mais c'est nécessaire dans certains moments, surtout si vous n'avez pas les compétences.
Toi, tu m'avais aidé sur toute la partie back-office de gestion de projet du lancement de l'incubateur. Ouais. Parce que moi, je savais que j'étais un peu brouillon, tu vois, donc c'était bien de te prendre toi. Et toi, tu m'avais drivé. Moi, j'étais presque ton salarié, là, sur cette période-là. On avait fait 4 sprints. Ça avait l'intérêt à tourner à fil et droit. Et je trouve ça bien, en fait, parce que aussi, c'est assez agréable comme posture. Pour une fois, c'est pas toi qui décides de tout. En fait, c'est... Ouais, réflexion que je me faisais, c'était c'est les seules délégations où, en fait, ça sort complètement de ta charge mentale. Et du coup, c'est le résultat et sur les épaules de quelqu'un d'autre. Donc, ben, merci. Ça nous fait du bien de temps en temps de partager un petit peu notre fardeau, quoi. C'est ça, se laisser porter de temps en temps, c'est pas plus mal, mais si ça vous fait peur au début, rappelez-vous que commencer par une micro-tâche sur une plateforme comme Fiverr ou une autre, c'est très bien pour commencer à libérer votre planning et votre cerveau. Super. Bon, on y va progressivement. Alors, pour finir, peut-être, comment être sûr que ce qu'on investit en délégation, ça va nous rapporter? Comment tu calcules ça, toi, avec quelle métrique? Et puis, est-ce qu'il y a des choses à faire d'un point de vue système pour avoir un système justement permissif à la délégation et anticiper le fait qu'on va faire rentrer d'autres personnes que nous dans notre propre business? Parce que quand on est solopreneur, on va pas se mentir, notre business, il est vraiment ultra bordélique, quoi, parce qu'on n'a que nous, donc on n'a pas d'équipe à qui. Donc ça peut faire un peu bizarre pour la première personne qui va rentrer dans notre Notion, par exemple. C'est ça. Le ROI de la délégation, en fait, c'est si par exemple vous voulez déléguer la création de vos visuels pour LinkedIn, pour Instagram, que vous, ça vous prend des heures. Comme tu disais, toi, t'adores faire des pochettes, mais ça te prend du temps. Mais peut-être que vous pouvez trouver un prestataire de service, un freelance qui, pour 50, 100 euros par mois, peut vous les faire. Et donc vous, ça va vous libérer par exemple 10 heures pour prospecter, pour faire une conférence, pour créer un nouveau produit. Donc en fait, il faut vraiment faire la balance entre le temps que vous passez à faire une tâche en particulier, combien ça vous coûte, donc avec votre TJM, votre taux horaire, etc. Et ensuite de voir, en matière de délégation, le temps que ça peut vous libérer et ce que vous pouvez faire à la place. Ben ouais, parce que j'allais dire, ouais, moi je suis pas gagné trop de temps quand même avec la délégation, mais je me trompe, j'ai oublié. C'est qu'en fait j'ai gagné beaucoup de temps, et par contre ce temps je l'ai re-rempli avec d'autres projets, et donc cette année j'ai quand même écrit 2 livres. Je lance une nouvelle émission. Et j'ai fait tout un tas d'opérations médias avec un podcast par jour pendant 2 fois 30 jours. Donc voilà, moi j'ai re-rempli le temps que j'ai gagné, mais vous n'êtes pas obligés. Peut-être que vous pouvez aller surfer, boire des pina coladas, profiter de vos enfants. Chacun son style, quoi. C'est ça. On voit bien que dans ton exemple, Flavie, la délégation, elle est 100% rentabilisée parce que de micro-tâches ou de process partiels, tu as transformé ça en vraie opportunité et tu crées plein de projets qui fonctionnent. Ok, super intéressant. Et pour répondre à ta dernière question que tu m'as posée tout à l'heure, comment est-ce qu'on fait côté système? Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de créer des SOP. Donc, c'est Standard Operating Procedure. C'est de l'anglais, mais en gros, ça veut dire un mode d'emploi sur comment est-ce que vous allez effectuer telle ou telle tâche. Et pour ça, il y a des outils qui existent, qui sont fabuleux, qui vous permettent de créer des process sans trop vous prendre la tête. Donc, vous avez Loom, vous avez Tela. L'idée, c'est vous filmer votre écran pendant que vous êtes en train de travailler et les outils vont pouvoir faire des explications textuelles en face de la vidéo. Et vous n'avez plus qu'à transmettre ça à la personne à qui vous allez déléguer la tâche. Ça, franchement, ces outils-là, je pense que c'est le truc qui a le plus changé ma vie entre quand j'étais salariée et maintenant. C'est plus faire de réunions, plus faire que des looms. Et c'est vrai que sur les modes opératoires, c'est vachement bien parce que par écrit, on oublie toujours quelque chose. Je pense que le mode opératoire, faut le faire pendant qu'on fait la tâche. Et du coup, s'enregistrer, parler à haute voix, un peu comme si on était un peu fou là, ça marche très très bien. Donc merci pour tous ces tips. Bah, écoutez, je vous souhaite d'arriver à bien déléguer. On vous met une petite checklist. Qu'est-ce que tu nous as préparé là pour la newsletter, Marine? Alors pour cet épisode, c'est une checklist pour déléguer sans te sentir dépassé. Ok. Bon, bah écoutez, avec ça, vous allez avoir un super système, une super équipe et surtout, vous allez retrouver du temps. Et justement, c'est de ce sujet dont on va parler, c'est comment en finir avec l'agenda interminablement plein à craquer du solopreneur et comment retrouver du temps libre dans son activité parce que n'oubliez pas, les filles, les gars,
qu'on est devenu solopreneur pour profiter de la vie aussi. Donc, c'est parti. Dans la prochaine partie, Marine, tu vas nous expliquer comment on peut cleaner un petit peu et reprendre le pouvoir sur cet agenda. Alors, l'agenda, c'est un sujet critique pour tout le monde. Les parents, les entrepreneurs, les managers. Avec toute ton expérience personnelle aussi, parce que je sais que tu travailles aussi beaucoup sur ça. Je suis tes stories, c'est intéressant, sur comment tu prends du temps aussi pour réfléchir, prendre soin de toi. Le soin aussi, c'est hyper important des solopreneurs. Il y en a qui vont même pas marcher de toute la journée, qui vont pas au sport, qui voient pas leurs copains. Moi, ça me fait un peu de peine parce que bon, ponctuellement, ça m'arrive aussi de geeker pendant une semaine. Mais à terme, je trouve que ça mine le moral, quoi. Donc, j'aimerais bien que tu nous aides avec les meilleurs conseils que tu as pu voir, ou peut-être anti-conseils, à retrouver plus de temps libre dans notre agenda. Ouais, j'avais hâte de faire cet épisode avec toi, Flavie, parce que j'ai remarqué que souvent, l'agenda, on bosse pour lui et pas l'inverse. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer des hacks, des stratégies, des comportements pour vous libérer du temps chaque semaine. Parce qu'il y a des erreurs qu'on fait tous. Même moi, qui bosse dans l'organisation, je les fais aussi. Je me soigne. Et avec cet épisode, j'espère que vous allez pouvoir vous soigner aussi. Allez, Donc, moi, je vais pas trop intervenir. Je pense que je vais juste prendre des notes parce que je peux pas faire du building public tout le temps. Là, je peux pas vous montrer la tête de mon agenda. Je pars en vacances à la fin de la semaine, donc il est horrible. Donc, je t'écoute religieusement, Marine. C'est parti. alors, première erreur qu'on fait tous, c'est trop de dispersion. Par exemple, vous casez 15 micro-tâches par jour, sans structure, sans système. Et au final, vous finissez, vous avez perdu du focus et vous êtes lessivé sur les rotules. Ça, c'est plus jamais. La deuxième erreur, c'est toutes les interruptions qui ne sont pas maîtrisées. On parlait des notifications tout à l'heure, mais il y a les mails, il y a les appels. Parfois, il y a le chat ou le chien qui arrive de façon impromptue, les enfants, le conjoint ou la compagne, en fonction de comment vous viviez. Et puis, il y a les réunions inutiles. Moi, je suis pas du tout fan des réunions. Je préfère faire des looms à la limite. Mais passer des heures sur des réunions qui pourraient être des mails ou juste une petite vidéo de 5 minutes, en vrai, je sais pas pourquoi les gens ne le font pas encore. Et ça, attends, c'est à nous de les éduquer. Moi, je te jure, le nombre de personnes dans le salariat à qui j'ai fait découvrir le Loom, euh, j'ai un peu honte, mais même des amis, tu vois. En gros, je prends un ami qui, dans une grosse période de rush, va me dire, tu peux me regarder mon profil LinkedIn. Bah, en fait, franchement, si j'ai pas le temps de le caser ou qu'on se voit pas tout de suite ou qu'on se voit que la semaine prochaine, je lui envoie un Loom. Et il est là, ah bon, mais c'est trop bien ton truc. Mais oui, faut qu'on éduque ce monde au travail asynchrone. C'est ça. Ce qui est important aussi au niveau de la maîtrise de votre agenda, c'est les blocs énergétiques. Donc vous allez identifier vos pics de productivité. Moi par exemple c'est le matin, mais je sais qu'il y a des personnes, c'est des oiseaux de nuit. Et l'idée c'est que quand vous identifiez ces pics-là, vous calez vos tâches stratégiques. Par exemple, créer une offre, préparer une conférence pour un nouveau client, ce genre de choses. Ça, c'est bien. Moi, le seul problème, c'est que je suis un oiseau de nuit contrarié parce que maintenant, j'ai des enfants. Donc, en Hmm. gros, de temps en temps, mais en fait, tu sais quoi, pareil, j'ai fait la paix avec ça. En fait, j'ai compris que je pourrais pas, bien sûr, faire des nocturnes tous les soirs, mais en fait, une fois par semaine, je me fais ma petite nocturne, qui est pas non plus, qui est une nocturne de mamie, par rapport à ce que je faisais avant, qui est genre 21h minuit, et je kiffe, quoi, je surkiffe. Et là, je fais genre des funnels de vente, de l'écriture stratégique de mon émission, des trucs très créatifs ou alors très, très bourrins, et c'est vraiment mon moment de flow. Et voilà, donc même si vous êtes une contrariée ou un contrarié comme moi, peut-être un bloc dans la semaine, même si c'est pas tous les jours possible. C'est ça. Et si vous avez un petit peu plus d'amplitude dans votre agenda, moi ce que je vous invite à faire, c'est d'avoir 3 blocs quotidiens. Un bloc stratégique, donc en fonction de votre pic de productivité. Un bloc plus opérationnel, où on fait de l'exécutif. Et surtout, très important, un bloc personnel. Tu parlais de prendre soin de soi tout à l'heure. Moi, je vois beaucoup de solopreneurs, mais même d'entrepreneurs qui ont des équipes et qui passent à côté de leur vie, de leur santé, de leur famille, parce que ils sont trop focus sur le business. Sauf que on n'est pas là pour souffrir, et autant que faire se peut, dans votre journée, à chaque fois, vous mettez un moment pour prendre soin de vous. Ouais, ça pour moi
C'est un non négociable parce qu'en fait, je vois bien, moi, l'effet que ça a quand je le mets pas, ce bloc. Si je fais pas de sport, si je suis pas allée déjeuner avec un copain freelance, et si j'ai pas fait un truc, mais même, franchement, des fois, c'est un truc tout bidon, hein, j'ai un peu honte de dire, mais des fois, c'est aller faire les courses à vélo, puis revenir. Ben, en fait, ça me fait prendre l'air, j'écoute mon petit podcast, tu vois, je suis bien, je suis dans le flow quand même. Ben, ok, je suis contente par rapport à rester 8 heures à mon écran et après enchaîner avec le tunnel des enfants. Je vois la différence de, j'allais dire de mindset, en tout cas de sérénité de la maman après quand elle s'occupe des enfants. Bon, hyper intéressant, ces blocs. Qu'est-ce qu'on fait du coup comment on peut là peut-être changer notre agenda? On change tout d'un coup? Quel exercice tu nous conseilles de faire là? Alors, si vous êtes courageux, vous pouvez tout changer d'un coup, mais moi, mon conseil, c'est quand même d'y aller progressivement. Donc, commencez déjà par bien vous connaître, donc regardez quand est-ce que vous êtes plus productif, matin, après-midi, soir, peu importe. Commencez à découper votre journée, en fait, en plusieurs moments. Par exemple, là, j'ai une haute énergie, là, j'ai une basse énergie, pour identifier où est-ce qu'on va mettre les blocs stratégiques, les blocs opérationnels, les blocs personnels. Et puis, dites-vous bien qu'une organisation, c'est surtout pas rigide, c'est pas une prison. Donc, si vous avez besoin de revoir votre agenda toutes les semaines, toutes les 15 jours, surtout, n'hésitez pas, parce que le but, c'est vraiment que votre organisation et vos systèmes s'adaptent aussi à votre niveau d'énergie. J'adore ce que tu dis. Alors, à mon niveau d'énergie du moment, j'y suis pas encore. Tu vois, j'arrive pas à. Je me lève crevée à dire bah vas-y, je change. D'abord, je vais au ciné, puis après, je fais mes trucs. Ça, j'arrive pas encore, mais peut-être qu'un jour, j'espère. En tout cas, je m'étais dit avec le surf qu'il fallait que j'ai un agenda qui ressemble à ça parce que s'il y a des vagues, il y a des vagues. C'est maintenant, tu vois, il y en a genre. Il y a une session parfaite dans la semaine et c'est de telle heure à telle heure. Donc rien que pour ça, j'avais libéré mon mercredi, c'est pas encore assez, parce que là, du coup, il faudrait que les conditions tombent un mercredi, mais au moins c'est déjà ça. Par contre, moi, je modifie mon agenda au minimum tous les trimestres. Tu vois, quand je fais le point sur mes objectifs, mes OKR, je suis là. Souvent, j'ai des projets par trimestre, en gros, qui prennent un trimestre à lancer. Je sais pas, le livre, l'émission. Et du coup, je vais regarder si j'ai bien des plages qui correspondent à peu près à ces objectifs du trimestre dans le trimestre à venir. Voilà. Donc moi, j'ai toujours ça. Le jour où j'ai compris ça, ça m'a sauvé la vie aussi. C'est est-ce qu'il y a suffisamment de temps? Est-ce que ton temps reflète tes objectifs, tes OKR? En gros, t'as trois OKR. Est-ce que un tiers de ton temps est consacré à chaque OKR à peu près quoi? Enfin, en tout cas. Et si seulement 10% de ton temps est consacré à tes objectifs, bah t'étonnes pas à la fin si tu les atteins pas quoi. C'est normal. C'est la boule de cristal. C'est ça. En fait, c'est une question de priorité, de se regarder en face, de se dire qu'est-ce qui est vraiment important pour moi. Et c'est pour ça que je vous invite quand même à mettre un bloc personnel, même si c'est pas ce qui vous vient en tête de prime abord, en tout cas, parce que c'est ça qui va vous permettre de continuer sur la durée. Donc, regardez vos priorités, c'est vraiment important. Trop cool. Je vais vous mettre un petit screenshot de mon agenda. Tiens, comme ça, vous allez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Ça me fait un peu peur, mais vous me donnerez votre avis. Et puis, ouais, pensez aux blogs perso aussi, parce que je trouve que les blogs perso, c'est comme recharger son portable ou sa voiture, tu sais. C'est un peu le truc, ça te saoule. Parce que moi, quand je charge mon portable, je sais pas ce que t'en penses, c'est toujours le moment où j'ai envie de geeker dessus, tu vois. Et je suis là, ah merde, il est dans le salon et tout. Mais bon, je me force et après, je sais que je serai contente, je l'aurai, je pourrai geeker. Bah, c'est pareil pour notre énergie de solopreneur. C'est pas toujours au moment où on a envie qu'on prend ces moments perso, mais pourtant, c'est justement là qu'on recharge parce qu'après, quand vous serez dans le gros rush, par exemple, un lancement produit, un nouveau client avec qui vous commencez, et tu sais, commencer la vie du freelance, Marine, je te la fais pas, mais c'est toujours comme ça. C'est genre, d'un coup, t'as le temps pour tout et après, d'un coup, t'as plus le temps pour rien. Donc voilà. C'est ça, et Chargez ça vos va très batteries. vite. C'est clair, ça passe de tout à rien. Hyper intéressant. Et puis, allez-y, abonnez-vous à la newsletter et racontez-nous vous aussi à quoi ressemble votre agenda. Et puis, ce que je te propose, c'est qu'on finisse par finalement le titre, qui est un peu le chapeau de tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, qu'on finisse cet épisode là-dessus. La notion de minimalisme, on tourne autour depuis tout à l'heure et on voit bien que chacune des actions qu'on a déterminées comme indispensables pour vous, elle a un rapport avec le fait aussi de tout simplement accepter d'être un solopreneur minimaliste. Arrêtez de construire des fusées sur la Lune et construisez un truc simple qui sera low maintenance, qui sera facile à suivre et facile aussi enfin, du coup, qui vous aidera à profiter de la vie. On en parle dans la dernière partie de l'épisode. C'est parti.
Alors, le minimalisme, moi, je suis super fan. Je savais pas, en fait, mais c'est que quand j'ai vu des documentaires plus tard sur le minimalisme que j'ai compris que moi, j'étais un peu tendance minimaliste. Tu vois, dans la vie, par exemple, pour m'habiller, moi, je serais du genre à mettre tous les jours le même truc. Comme Steve Jobs. Bon, je suis un peu moins stylée que lui, mais bon, voilà. Du coup, dans le business aussi, il y a ce côté-là qui me plaît dans le solopreneur, c'est que on réfléchit à 2 fois avant de faire les choses, en fait. On se dit, attends, moi, j'ai pas beaucoup de ressources, j'ai pas envie de déléguer, j'ai pas envie de me retrouver à manager une équipe de 50 personnes. Est-ce que j'ai vraiment besoin de faire ce truc-là? Alors, qu'est-ce que tu en penses de la tendance minimalisme et comment on peut l'utiliser pour notre propre solo business? Alors moi je suis archi fan, j'aime d'amour je sais pas si on peut dire cette tendance, mais en tout cas cette façon d'entreprendre, parce que la question derrière le mindset minimaliste pour le solopreneur, c'est comment est-ce qu'on peut simplifier notre quotidien, notre business et de façon plus large notre vie, sans nous sentir coupables par rapport à tout ce qui se passe à l'extérieur où les gens font de plus en plus de choses, ou en tout cas donnent l'impression qu'ils font de plus en plus de choses. Et pour moi, c'est une vraie force de simplifier dans son business. Alors, c'est génial ce que tu dis. À chaque fois, tu mets le doigt sur les ressorts aussi psychologiques qui peut-être nous font faire des mauvais choix parce que, tu vois, moi, je me considère comme minimaliste, pardon, dans les faits, hein, dans la philosophie, dans le courant soloprenarial, parce qu'il y a plein de courants, hein. Il y en a qui veulent construire des empires. Moi, je suis plus Justin Welsh, minimalisme, tout ça. Mais je pense que j'ai encore un peu la culpabilité de l'être. Donc, par moment, je vais pas jusqu'au bout du truc parce que j'ai encore quand même peut-être un peu dans mon éducation ou quoi, le fait que faut quand même travailler, quoi, faut travailler pour gagner de l'argent, faut travailler pour, alors, certes, je développe des revenus dits passifs et tout ça, mais je pense que je remplis peut-être encore un peu trop de temps ou d'activités. Je suis pas encore au bout de la transformation minimaliste. Alors, qu'est-ce que tu pourrais me conseiller et conseiller à nos auditeurs qui sont peut-être dans le même cas de figure? Alors, je pense que déjà, il y a une idée qui revient souvent, c'est que quand on entend le mot simplifier, on entend faire moins. Sauf qu'en fait, c'est tout le contraire, c'est faire mieux. Ça vous permet d'alléger votre charge mentale, de prioriser l'essentiel, avec la fameuse loi de Pareto par exemple, et surtout d'être moins perfectionniste, d'aller à l'essentiel. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse, il y a un super bouquin à lire sur ce sujet, si ça vous intéresse, qui s'appelle Essentialisme, sans le E à la fin, donc c'est en anglais, qui va vous expliquer en long, en large et en travers ce que je n'aurai pas le temps de vous dire dans cet épisode. Trop bien, un petit conseil lecture. Attends, ça c'est cool. On le met dans un bloc perso. Hop, on se pose dans son canapé, on lit, on repose sa charge mentale et hop, on rentre. Ça boucle la boucle avec tous les épisodes précédents, Marine. Un bloc perso ou stratégique même. Ah ouais, t'as raison. Eh ouais. Alors, comment est-ce qu'on fait quand on veut être un solopreneur minimaliste? Parce que, en fait, on se dit, bah, ça a l'air compliqué s'il faut que je vire tout de mon business. Comment est-ce qu'il va tourner? Enfin, concrètement, qu'est-ce que je vais faire? La première question à vous poser, c'est si une tâche ou un projet ne génère pas d'impact à court ou moyen terme. Donc quand je dis impact, ça peut être du chiffre d'affaires, ça peut être de la satisfaction, ça peut être vous libérer du temps, bref, ça dépend de vos objectifs. Mais si vous avez une tâche ou un projet comme ça dans votre business, mettez-le de côté. Soit vous pouvez le virer complètement, mais soit vous pouvez le reporter pour le faire plus tard. Parce que dans le mindset d'entrepreneur minimaliste, le but c'est faire des tâches ou des projets qui ont un impact direct sur la direction qu'on veut donner à notre business. La deuxième règle, c'est mettre en place des non négociables. Tout le monde dit qu'il faut apprendre à dire non, il faut poser ses limites. C'est plus facile à dire qu'à faire. Et moi, ce que je peux vous inviter à faire, c'est vous choisissez 3 à 5 priorités absolues, non négociables pour votre trimestre. Tout le reste, ça passe après. Donc si dans votre planning, ces priorités-là ne figurent pas, par exemple tes sessions de surf, dans ce cas, ça veut dire que ton planning n'est pas optimisé par rapport à tes objectifs et à ta stratégie de vie. Ouais, et pour ceux qui ont peur, moi, alors je suis vraiment, je sais pas, je sais plus dans quel test c'est, people pleaser, volonté de plaire, dire oui à tout, bisounours et tout ça. Donc moi, j'aime pas trop dire non. Mais force est de constater que
déjà, au moins, au lieu de dire non, je dis par exemple, si on veut me faire intervenir sur tel truc, je vais dire non, pas à cette heure-là, je peux que à telle heure. En fait, souvent, les gens, ils peuvent complètement modifier leur agenda et tout, ça leur pose aucun problème. Et je leur dis pas pourquoi, mais c'est parce qu'en gros, j'ai sport le matin, donc ça m'arrange pas, tu vois. Et en fait, avant, je disais oui bêtement, ça tombait toujours sur mes trucs de sport, je pouvais jamais y aller. Et là, j'ai juste changé ce mini truc-là, et en fait, les gens se rendent compte de rien, ils sont contents, moi je suis content, et puis en fait, c'est bon. La plupart des gens sont plus ouverts que ce qu'on peut imaginer. Il suffit juste d'oser communiquer de façon authentique avec eux. Et ce qui est important aussi au niveau du mindset minimaliste, et peut-être le plus dur à faire dans toute cette série d'épisodes, c'est de redéfinir sa vision du succès. C'est-à-dire choisissez, définissez pour vous ce qui compte vraiment, plutôt que la quantité, la perfection, ce genre de choses. Ouais, ou plutôt que ce qu'on a cru vouloir en voyant un post LinkedIn, on se dit moi je veux ça aussi, je veux un business à 7 chiffres ou je sais pas quoi, et après on réfléchit un peu 2 minutes et en fait on se dit en fait non. C'est ça. En fait, c'est pouvoir se poser, donc dans votre bloc de temps stratégique par exemple, vous vous posez et vous vous dites qu'est-ce qui est important pour moi, à quoi ça ressemble si je devais réussir à la fin de l'année. Et ça peut être bosser 4 jours par semaine pour être plus présent, par exemple, pour votre famille, vos enfants, vos copains. Ça peut être au contraire de bosser 7 jours par semaine, mais que 2 heures par jour. Il n'y a pas de règle, en fait. Le but, c'est de mettre en place des actions, quitte à ce qu'elles soient imparfaites, mais au moins qu'elles soient faites, plutôt que chercher un projet ou une tâche parfaite qui n'arrivera jamais à jour. Ouais, c'est hyper intéressant. Alors, je pense que toi, tu dois avoir pas mal de perfectionnistes dans tes clients. Moi, c'est vrai que j'en souffre pas trop depuis que j'ai accepté de construire en public et que forcément, du coup, mes trucs sont un peu... En gros, ça me donne une forme de latitude où je dis, voilà, c'est imparfait, mais je le lance quand même, comme ça, je vous raconterai. Mais je pense que tu as raison, cette histoire de perfectionnisme, c'est peut-être aussi quelque chose qui fait que t'en rajoutes. Et je le vois sur qualité pour les clients en freelance. À quoi ça sert de faire tout ça? Parfois, moi, j'avais fait des interviews avec mes clients en freelance et j'ai complètement débloqué. Ça m'a débloqué aussi. En fait, ils se rendaient absolument pas compte de tout le travail que je faisais et pour la plupart, ils s'en foutaient. Alors qu'il y avait un petit truc que je faisais où ils étaient là, waouh, c'était incroyable. Donc, quand j'ai compris ça, j'ai dit, ok, c'est bon, c'est pas la peine de bosser, tu vois, autant pour, entre guillemets, aussi peu de résultats perçus, quoi. C'est ça, on revient à la loi de Pareto, mais vraiment, 20% de nos actions produisent le plus souvent 80% de nos résultats. Génial. Bon, écoute, est-ce que tu as un petit exercice à nous faire pour cette partie minimaliste, pour oser laisser la place aux solopreneurs minimalistes qui sommeillent en chacune d'entre nous? Oui, alors le défi aujourd'hui pour créer un petit peu plus d'espace dans votre quotidien, c'est justement de regarder ce qui s'y trouve, d'identifier soit un projet, une tâche, un engagement, ça peut être pro et perso, qui n'a pas d'impact direct sur votre vision de la réussite ou du succès. Et une fois que vous avez identifié cette tâche ou ce projet, c'est soit vous l'éliminez, soit vous le déléguez pour alléger déjà votre semaine et votre espace mental. Hyper intéressant. On se désencombre, on libère, on fait de l'espace, parce que c'est dans l'espace aussi que vous allez pouvoir avoir le temps de créer, avoir le temps de réfléchir. Franchement, le truc d'avoir un peu de temps libre pour réfléchir, c'est très sous-coté. Je vois beaucoup de gens qui sont en pilote automatique, qui continuent dans une expertise qu'ils n'aiment pas ou sur lequel ils ont un TJM bas ou des clients chiants, juste parce qu'ils s'arrêtent pas d'avoir des missions clients. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, cette mini-série où on a vraiment fait l'audit de tout ça pour, vous désencombrer et puis 2, mettre en place des actions grâce au template que Marine vous a mis dans la newsletter. Et puis sinon, venez la croiser aussi dans l'incubateur solopreneur. Et où est-ce qu'on peut suivre au final d'autres conseils si on est intéressé sur tous ces aspects, simplifier, déléguer, processer intelligemment, Marine? Alors, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, Marine Aubaré, ou sur mon podcast Work in Process. Trop bien. Merci d'avoir été avec nous. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cette mini-série et à la prochaine dans les prochaines mini-séries du board. Bye bye. Bye.